Les mains du médecin tremblaient alors qu'elle fixait le dossier, et non l'écran de l'échographie, où un petit battement de cœur vacillait en noir et blanc. Ses yeux se posèrent furtivement sur le nom imprimé en haut de la page, M. Lucas Lefebvre. Puis, sans dire un mot, elle éteignit le moniteur. La pièce devint silencieuse, à l'exception du doux bourdonnement de la machine qui s'éteignait. « Madame Lefebvre, dit-elle, sa voix n'étant qu'un murmure. Je dois vous parler en privé, tout de suite. » Elle se leva rapidement, faisant signe vers son bureau. Manon suivit, son cœur battant si fort qu'elle pouvait l'entendre résonner dans ses oreilles. Enceinte de 4 mois, elle se sentait étourdie par la peur, serrant son ventre comme pour protéger son enfant de ce qui allait arriver. À l'intérieur du petit bureau, le médecin ferma la porte, puis, à la surprise générale, la verrouilla. La gorge de Manon s'assécha. « Est-ce qu'il y a un problème avec le bébé ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Le médecin prit une longue inspiration, le visage pâle. « Madame Lefebvre, avant de répondre à cela, j'ai besoin que vous écoutiez attentivement. Ce que je vais vous montrer pourrait changer tout ce que vous pensez savoir sur votre mariage. » Manon cligna des yeux, confuse. « Mon mariage ?» répéta-t-elle. « De quoi parlez-vous ? Mon mari n'a même pas pu venir aujourd'hui. Il avait une réunion. » Le médecin hésita, puis chuchota, « Vous devez quitter votre mari aujourd'hui même, avant de rentrer chez vous. » Manon rit nerveusement, ses mains tremblant. « C'est ridicule. Nous sommes heureux. Nous attendons un bébé. Pourquoi diriez-vous cela ?» Mais le médecin ne riait pas. Ses yeux brillaient d'un mélange de peur et de pitié. « S'il vous plaît, Manon, asseyez-vous. » Manon obéit, les genoux faibles. Le médecin ouvrit un dossier, révélant plusieurs feuilles de papier avec des lignes surlignées et des reçus détachés. « Je n'avais pas prévu de m'impliquer, dit-elle doucement. Mais quand j'ai vu le nom de votre mari, j'ai réalisé que ma sœur cadette m'en avait parlé il y a des mois. » Manon fronça les sourcils. « Votre sœur ? » Oui, continua le médecin. Elle travaille à votre clinique de fertilité. Elle est venue me voir en pleurant il y a 3 semaines, avouant quelque chose avec quoi elle ne pouvait plus vivre. Votre mari l'a payé pour échanger l'échantillon de sperme lors de votre traitement de FIV. Manon se figea, son souffle coupé dans sa poitrine alors que les mots du médecin pénétraient son esprit. « Ce n'est pas possible, dit-elle finalement en secouant la tête. Lucas ne peut pas avoir fait ça. Il était là avec moi tout le temps. » Le médecin hocha tristement la tête. « Oui. Et c'est ainsi qu'il s'est assuré que cela fonctionnait exactement comme il le voulait. Il a soudoyé 2 personnes, ma sœur et un embryologiste. Il les a payés pour utiliser le sperme d'un donneur au lieu du sien. » Manon la regarda avec incrédulité. « Pourquoi ferait-il ça ?» Le médecin déglutit difficilement. « Parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Ses résultats de fertilité étaient désespérés et il ne voulait pas que vous le sachiez. » La pièce tournait alors que Manon essayait de tout assimiler. « Donc, il m'a menti, murmura-t-elle. »« Pas seulement menti, dit doucement le médecin. Il vous a tendu un piège. Son plan était d'utiliser le sperme du donneur, d'attendre que vous accouchiez, puis de vous accuser de tromperie. Le test ADN prouverait que l'enfant n'est pas le sien, et il vous ferait passer pour coupable. » La main de Manon couvrit sa bouche. « Il m'aurait ruiné. »« Oui, dit le médecin en hochant la tête. Il aurait pris votre héritage familial, votre maison, tout. Mais maintenant, vous connaissez la vérité avant qu'il ne puisse finir ce qu'il a commencé. » Manon se pencha en arrière dans sa chaise, tremblante. « Il pense qu'il est intelligent, dit-elle lentement, sa voix devenant glaciale. Mais il n'a aucune idée de qui il a en face de lui. » Manon rentra chez elle cet après-midi-là au volant de sa Renault 4, le visage calme et les mains stables sur le volant, bien que son esprit fût tout sauf serein. Son cœur battait si violemment qu'elle pensait que la vieille voiture pouvait l'entendre. Elle repassait en boucle les mots du médecin. Il les a soudoyés. Il a utilisé le sperme d'un donneur. Chaque phrase ressemblait à un coup de poignard. Lorsqu'elle s'engagea dans son allée, la voiture de Lucas était déjà là. Il en sortit, souriant comme un homme qui n'avait rien à cacher. « Comment s'est passé le rendez-vous » demanda-t-il en se penchant pour l'embrasser sur la joue. « Tout va bien avec le bébé »
Manon força un sourire, lui montrant la photo de l'échographie que le médecin avait imprimée avant de révéler la vérité. « Parfait, dit-elle doucement. Tout est parfait. » Ce soir-là, elle prépara le dîner comme si de rien n'était. Lucas parlait du travail, sa voix stable et confiante, tandis que Manon remuait le bœuf bourguignon en silence. Elle l'étudiait attentivement. La façon dont il souriait trop facilement. La façon dont son téléphone ne quittait jamais sa main. « Tu es calme ce soir, dit-il en mâchant lentement. « Juste fatigué, répondit-elle. Le bébé grandit vite. Il rit, tendant la main vers la sienne. Tu es incroyable. Tu le sais? J'ai hâte de rencontrer notre petit. Ses yeux semblaient chaleureux. Mais maintenant, elle voyait la performance derrière. Le même jeu d'acteur qui avait trompé sa mère et ses amis pendant des années. Cette nuit-là, Lucas s'endormit rapidement. Manon resta éveillée, fixant le plafond, planifiant son prochain mouvement. Le lendemain matin, Manon appela son travail pour dire qu'elle était malade. Elle passa des heures à chercher en ligne des détectives privés, lisant les avis, vérifiant les références. Finalement, elle en trouva une qui lui semblait être la bonne, une détective à la retraite nommée Sandrine. Sa biographie indiquait, 15 ans dans les forces de l'ordre, aucune patience pour les menteurs. Parfait. Manon la rencontra dans un petit bistrot à 2 villes de là, portant un sweat à capuche et des lunettes de soleil comme dans un film d'espionnage. Sandrine écouta tranquillement Manon expliquer toute l'histoire. La FIV, la clinique, les pots de vin, le faux donneur. Quand elle eut fini, Sandrine se pencha en arrière et siffla doucement. « Ce n'est pas juste une trahison, dit-elle. C'est de la fraude, et il est négligent. Les hommes comme ça le sont toujours. Donnez-moi 2 semaines. » Les 2 semaines de Sandrine se transformèrent en 10 jours. Quand elle appela, sa voix portait une certaine satisfaction. « Vous devriez vous asseoir pour ça, dit-elle. » Le pouls de Manon s'accéléra. Sandrine lui envoya un dossier avec des photos, des reçus et des messages. Lucas avait des dettes de jeu profondes de plus de 100 000 euros, des cartes de crédit au plafond, de l'argent manquant sur les comptes de ses clients. Il est désespéré, dit Sandrine. Il doit de l'argent à des gens qui n'utilisent pas exactement des avocats pour recouvrer leurs créances. La poitrine de Manon se serra. Donc le bébé, le mariage, tout n'était qu'une partie de son plan. Exactement, dit Sandrine. Vous étiez sa porte de sortie. Votre héritage familial était le canot de sauvetage qu'il voulait voler. Manon ferma les yeux. Alors il va se noyer avec. Le plus dur fut d'appeler sa mère. Elle ne s'était pas parlé correctement depuis près de 2 ans. Pas depuis que sa mère, Marie, l'avait mise en garde contre Lucas. Manon se souvenait des mots de sa mère, son sourire n'atteint pas ses yeux. Elle l'avait rejeté à l'époque. Elle avait traité sa mère de jalouse et surprotectrice. Maintenant, ces mots résonnaient dans ses oreilles comme le tonnerre. Quand Marie répondit, sa voix était calme mais prudente. « Manon ? » ?»« Maman, » chuchota Manon. « Tu avais raison à son sujet. À propos de tout. » Il y eut une longue pause au bout du fil avant que sa mère ne réponde doucement. « De quoi as-tu besoin, ma chérie ? » Pas de jubilation. Pas de « je te l'avais bien dit ». Juste de l'amour. Et à ce moment-là, Manon s'effondra, réalisant ce qu'était la véritable loyauté. En moins de 48 heures, Marie l'a mis en contact avec une avocate spécialisée en divorce très perspicace nommée Monique, une femme qui avait l'air d'une grand-mère, mais qui parlait comme une tempête. Monique étudia les documents que Manon avait apportés, dossier de la clinique, reçu de paiement, déclaration de l'infirmière et de l'embryologiste. Ce n'est pas juste une affaire de divorce, dit Monique en ajustant ses lunettes. C'est de la fraude criminelle, de la conspiration, de la falsification médicale. Il est fini. Elle rédigea un rapport pour le bureau du procureur tandis que Manon restait assise tranquillement, les mains tremblantes. « Nous allons gérer cela avec soin, » lui assura Monique. « Il ne le verra pas venir. Laissons-le croire qu'il a encore le contrôle. C'est comme ça que nous le piégerons. » Pour la première fois depuis l'échographie, Manon sentit une étincelle de pouvoir revenir. 6 semaines plus tard, Manon proposa quelque chose qui fit briller les yeux de Lucas comme un matin de Noël. « Faisons une petite fête, dit-elle doucement. Pour célébrer le bébé.
Tu as travaillé si dur ces derniers temps, et tout le monde est excité pour nous. Lucas sourit exactement comme elle s'y attendait. C'est une excellente idée, chérie. J'inviterai mes parents et quelques amis proches. Manon lui rendit son sourire. Laisse-moi m'occuper des détails. Tu as déjà trop travaillé. En réalité, elle travaillait plus dur que jamais, coordonnant tout avec son avocate, Sandrine l'enquêteur, et la police. Chaque invitation faisait partie du plan. Chaque décoration avait un but. Chaque invité avait une raison d'être témoin de ce qui allait se dérouler. Le jour de la fête arriva, lumineux et chaud. Le soleil inondait le jardin de la maison de campagne en Provence de sa grand-mère. Des tentes blanches, des fleurs, une musique douce, tout était parfait comme une image. Environ 50 invités se mêlaient à l'ombre, le tintement des verres de vin résonnant dans l'air. Lucas ressemblait à l'homme du moment, riant, serrant des mains, charmant tous les visages qu'il pouvait. Ses parents rayonnaient, fiers de leur fils parfait. Marie, la mère de Manon, se tenait tranquillement près de la table des desserts, observant tout avec une patience froide. Lorsque leurs regards se croisèrent, sa mère leva légèrement son verre, un signal. C'était presque l'heure. Manon prit une profonde inspiration, sentant le bébé donner de petits coups à l'intérieur. « Tu es prête ?» chuchota son avocate à proximité. « Plus que jamais, » dit Manon. Comme prévu, Lucas ne put résister. « Vous savez ce qui rendrait cela encore plus spécial ?» dit-il fort en attirant Manon contre lui. « Un test ADN. La preuve que notre petit est vraiment le mien. On pourrait encadrer les résultats pour la chambre du bébé. » Les invités gloussèrent, applaudirent, trouvèrent cela mignon. Manon sourit doucement, faisant semblant d'hésiter. « Maintenant ?» demanda-t-elle. « Pourquoi pas ?» dit-il, rayonnant d'une fausse fierté. « Faisons-le ici même. Montrons-le à tout le monde. » Il jouait le dernier coup de son plan. Confiant qu'elle marchait dans son piège. Mais Manon avait déjà renversé l'échiquier. Elle prit le microphone sur la table et monta sur la petite estrade près de la fontaine. « En fait, dit-elle clairement. C'est une idée merveilleuse. » La foule se tut. Lucas se tenait fièrement en contrebas, un verre de vin à la main, lui souriant comme un homme à quelques secondes de la victoire. La voix de Manon porta à travers la pelouse. « Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Cette célébration concerne la vérité et la famille. Et puisque mon mari voulait partager quelque chose de spécial, j'ai pensé que je l'aiderais. » Le sourire vacilla sur le visage de Lucas. Manon sortit un épais dossier. « Il y a 3 mois, j'ai appris quelque chose de choquant sur mon mari. Ce sont les dossiers originaux de notre clinique de fertilité avant qu'ils ne soient falsifiés. Ils montrent qu'il a soudoyé le personnel pour remplacer son sperme par celui d'un donneur. » Des halètements remplirent le jardin. Le visage de Lucas devint blanc. « Attends, bégaya-t-il. Ce n'est pas vrai. »« Oh, c'est très vrai, » dit Manon, sa voix glaciale. Les invités fixèrent la scène dans un silence stupéfait alors que Manon tenait les documents bien haut. Il a payé 30 000 $ à une infirmière nommée Lily Brown et 15 000 à un jeune homme nommé Léo, le véritable donneur biologique. Elle fit un geste vers le bord de la foule où un homme à l'air nerveux s'avança. On a dit à Léo que c'était un arrangement privé pour un couple ayant besoin de discrétion. Il ne savait pas que cela faisait partie d'une fraude. Une femme haleta. Quelqu'un chuchota, « Oh mon Dieu !» Manon continua, sa voix stable. Le plan de mon mari était simple. Après la naissance, il avait l'intention d'exiger un test ADN et de m'accuser de tromperie. Il prendrait mon héritage familial et détruirait ma réputation. La mère de Lucas couvrit sa bouche, tremblante. « Lucas, dis-moi que ce n'est pas vrai. » Le visage de son père s'assombrit, ses mains se serrant en poing. Lucas leva les mains de manière défensive. « Chérie, arrête ça. Tu es confuse. Tu es. Ne m'appelle plus chérie, » coupa froidement Manon. Elle se tourna vers les invités. « Il y a plus. Pour financer ce schéma dégoûtant, il a détourné plus de 50 000 € de ses clients au travail. » Elle pointa du doigt un homme debout près de la table des rafraîchissements, le patron de Lucas, Stéphane, qui se raidit d'incrédulité. « Je suis désolé que vous ayez à l'entendre de cette façon, Stéphane, »
mais les preuves sont dans votre boîte de réception. Des murmures résonnèrent alors que la confiance de Lucas quittait complètement son visage. Je peux expliquer, dit-il faiblement. J'étais. Tu jouais, claqua Manon. Poker en ligne, paris sportif, fausse conférence qui étaient en réalité des voyages au casino. Tu dois près de 200 000 € à des gens qui n'attendent pas exactement patiemment le remboursement. Les yeux de Lucas dardaient sauvagement autour de la foule. Le visage de sa mère se fripa d'horreur. Lucas, chuchota TL. Comment as-tu pu? Son père secoua lentement la tête, marmonnant quelque chose à propos de la honte. L'air était épais, la tension palpable. Manon se tourna légèrement vers les invités à nouveau. Et au cas où vous vous poseriez la question, ce n'est pas sa première fois. Il y a 5 ans, il a fait quelque chose de similaire avec une femme à Bordeaux nommée Claire Génigne. Elle a donné sa déposition aux enquêteurs. Le verre de vin glissa de la main de Lucas et se brisa sur la terrasse en pierre. Mensonge! Cria-t-il, la voix se brisant. Elle ment. Elle fait une dépression. Elle est enceinte. Elle ne pense pas clairement. Manon ne s'y a même pas. Alors peut-être que la police pourra m'aider à penser clairement, dit-elle. 2 officiers en uniforme s'avancèrent depuis la maison d'amis. Monsieur Lucas Lefebvre, dit l'un d'eux fermement. Vous êtes en état d'arrestation pour fraude, conspiration et détournement de fonds. Des murmures parcoururent les invités. Lucas trébucha en arrière. Vous ne pouvez pas faire ça devant tout le monde. Oh, je le peux, dit Manon froidement. Tu voulais des témoins. Maintenant, tu en as 50. Sa mère sanglotait sur l'épaule de son mari alors que les officiers menottaient leur fils. Pendant qu'il lisait ses droits à Lucas, il se tourna vers Manon, désespéré. S'il te plaît, supplia-t-il. Ne fais pas ça. J'ai fait des erreurs, mais je t'aime. Pense à notre bébé, à notre famille. Manon le regarda longuement, le visage illisible. Tu as raison, dit-elle finalement. Je pense à notre bébé. C'est pour cela que tout ceci arrive. Les officiers l'emmenèrent alors que les invités s'écartaient silencieusement pour laisser le passage. Personne n'applaudit. Personne ne parla. Seul le faible bruissement des feuilles remplissait l'air. Marie s'approcha et passa son bras autour des épaules de sa fille. Tu l'as fait, chuchota-t-elle. Manon hocha la tête, expirant en tremblant. Il pensait qu'il allait me détruire, dit-elle doucement. Mais je n'ai jamais été celle qui était faible. Les jours qui suivirent furent un flou de gros titres et de dépôts judiciaires. L'arrestation de Lucas fit les nouvelles locales. Son entreprise lança un audit interne qui confirma les fonds manquants. Les clients qui l'avaient volé portèrent plainte. La femme de Bordeaux, Claire Génigne, fit une déclaration télévisée, exposant son schéma de tromperie. Les parents de Lucas disparurent des projecteurs, trop honteux pour affronter qui que ce soit. La liaison qu'il cachait avec son assistante fit surface ensuite. Sandrine, l'enquêteur, envoya à Manon des photos et des messages entre eux, pleins de déclarations d'amour et de plans pour recommencer à zéro une fois les choses réglées. Manon rit amèrement en lisant cela. Recommencer à zéro, marmonna-t-elle. Il aura plein de nouveaux départs à la blanchisserie de la prison. Son avocate Monique appelait avec des mises à jour presque quotidiennement. Le procureur est confiant, dit-elle un matin. Avec la fraude à la fertilité, le détournement de fonds et les témoignages, cette affaire est en béton. Il risque plusieurs années minimum. Manon écoutait tranquillement, remuant son thé. Bien, dit-elle. C'est tout ce que je voulais. La vérité au grand jour. Monique fit une pause, puis ajouta doucement, vous savez, peu de gens auraient pu gérer cela comme vous l'avez fait. La plupart se seraient effondrés. Manon sourit faiblement. J'ai failli le faire, mais je me suis souvenu de ce que ma grand-mère disait. Les femmes ne s'effondrent pas. Nous nous recalibrons. Elle regarda par la fenêtre le jardin en fleurs. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Le divorce fut prononcé plus vite que quiconque ne l'avait prévu. Le juge accorda à Manon la garde complète de son enfant à naître et gela tous les comptes joints. La clause du contrat de mariage, celle que Lucas avait essayé de retourner contre elle, jouait maintenant en sa faveur. Il lui devait des dommages et intérêts pour infidélité et abus émotionnels. Non pas qu'il lui restât grand-chose à donner.
Tout ce qu'il possédait était soit gelé, soit saisi, soit fictif. Manon ne se souciait plus de l'argent. Elle se souciait de la paix. Lorsque le verdict tomba, elle sentit quelque chose en elle se détendre enfin. Elle quitta le tribunal main dans la main avec sa mère, le soleil se déversant sur elle comme une justice tranquille. 4 mois plus tard, Manon donna naissance à une petite fille en bonne santé aux yeux brillants et au petit sourire qui fit fondre chaque morceau de douleur restant dans son cœur. Elle l'appela Luna, parce que c'est ce que l'enfant représentait. Les journalistes demandèrent si elle contacterait un jour Léo, le donneur. Manon y réfléchit un moment, puis secoua la tête. Il n'est pas prêt à être père, et je ne cherche pas de père. Ma fille m'aura moi, et ma mère, et c'est plus que suffisant. Sa mère emménagea dans la maison de campagne en Provence pour un temps afin d'aider. Leurs rires remplirent des pièces qui avaient été silencieuses trop longtemps. Un matin calme, la lumière du soleil traversait la même fenêtre de cuisine près de laquelle sa grand-mère se tenait autrefois, préparant du thé et fredonnant de vieux airs. Manon était assise à la table, bébé Luna bercé dans ses bras, regardant le jardin ondulé de couleurs. Son téléphone vibra. Un message de sa mère, déjeuner demain? Manon sourit. Toujours, répondit-elle. Elle baissa les yeux vers sa fille et chuchota, tu grandiras en sachant ce qu'est le véritable amour. Pas de mensonge, pas de manipulation, juste la vérité. Elle prit une profonde inspiration et sirota son thé. Le goût de la paix remplaçait enfin l'amertume. Lucas pensait avoir épousé une victime. Ce qu'il avait épousé, c'était une survivante, et la dernière femme qu'il sous-estimerait jamais. Les semaines passèrent, et Manon reconstruisit lentement sa vie, morceau par morceau. La maison qui résonnait autrefois de tension portait maintenant des rires, de la musique et le doux bourdonnement des gazouillis de bébé. Elle passait ses matinées à marcher dans les jardins de sa grand-mère, poussant la poussette de Luna le long du même chemin où elle avait couru pieds nus étant enfant. Chaque fleur semblait plus brillante maintenant, chaque brise plus légère. Parfois, elle s'arrêtait sous le chêne, fermait les yeux et chuchotait un merci aux femmes qui l'avaient précédée, sa grand-mère, sa mère et toutes les femmes de sa famille qui avaient refusé de se briser. La paix était calme mais puissante, le genre de paix qui vient après avoir survécu au feu et en être sortie entière. Le procès de Lucas commença 3 mois plus tard. Manon n'assista pas au premier jour. Elle n'en avait pas besoin. Elle savait déjà comment cela finirait. Les procureurs avaient tout, les dossiers de la clinique, les virements bancaires, les témoignages de l'infirmière et de l'embryologiste, et même les SMS entre Lucas et son assistante complotant leur nouvelle vie. Le jury délibéra moins d'une journée. Coupable de tous les chefs d'accusation. Fraude, détournement de fonds et conspiration. Quand Manon vit l'alerte info apparaître sur son téléphone, elle sourit simplement. Justice rendue, chuchota-t-elle en berçant Luna pour l'endormir. Elle ne célébra pas bruyamment et ne jubila pas. Certaines victoires n'avaient pas besoin de bruit, juste de silence et de clôture. Lucas fut condamné à 7 ans de prison. Ses parents publièrent une brève déclaration par l'intermédiaire de leur avocat, exprimant leur profond regret. Son assistante disparut à l'étranger. Son entreprise le désavoua publiquement, qualifiant ses actions de trahison de confiance. Pour Manon, tout cela n'était que bruit de fond. Elle n'avait plus aucun intérêt pour la vengeance. Elle avait déjà gagné la seule bataille qui comptait, sa liberté. Chaque soir, elle lisait à son bébé les vieux livres d'histoire de sa grand-mère, sa voix douce et stable. « Tu ne connaîtras jamais ce genre de ténèbres, ma petite, chuchotait-elle. Parce que je ne les laisserai jamais t'approcher. » Et avec chaque mot, elle bâtissait un nouvel héritage. Un héritage basé sur la force, pas sur la survie. Un après-midi, Manon s'assit avec sa mère sur la terrasse, sirotant du thé glacé pendant que Luna faisait la sieste à côté d'elle. Le ciel s'étirait large et clair, de la même nuance de bleu que sa grand-mère avait toujours aimé. « Tu n'as jamais dit « je te l'avais bien dit », dit Manon, souriant faiblement. Sa mère gloussa. « Je n'en avais pas besoin. Te regarder faire tomber cet homme était mieux que n'importe quel mot que j'aurais pu dire. » Manon rit, un son plein et libre qui remplit le jardin. « Tu sais, » continua sa mère en lui serrant la main. « Ta grand-mère avait l'habitude de dire, quand quelqu'un essaie d'enterrer une femme de notre famille, elle devient la graine qui pousse plus haut. Je pense qu'elle serait fière en ce moment. » Ce soir-là, Manon se tenait près de la fenêtre alors que le coucher de soleil peignait de l'or à travers le jardin. Luna remua doucement dans son berceau,
ses petits doigts s'enroulant autour de la couverture. Manon toucha la vitre, son reflet calme et fort. « On va bien », chuchota Théel. Le monde extérieur était paisible. Plus de mensonges, plus de faux-semblants, juste la vérité, l'amour et un avenir qu'elle avait gagné à la dure. Lucas pensait l'avoir détruite. Mais tout ce qu'il avait fait, c'était révéler le pouvoir qu'elle avait toujours porté. Alors que la dernière lumière s'estompait, elle sourit à travers des larmes silencieuses. « Les femmes de notre famille ne brisent pas », dit-elle doucement. « Nous nous relevons. » Et sur ce, elle éteignit la lumière, serrant sa fille contre elle, prête pour tout ce qui l'attendait.